Place à notre second débat. On est à 19 jours du scrutin américain. L'incertitude règne sur l'élection présidentielle américaine. Les sondages dans les États clés sont dans la marge d'erreur et les candidats ne s'épargnent rien. Dans une interview assez tendue sur la chaîne Fox hier, la démocrate Kamala Harris a pris ses distances avec l'administration Biden. Donald Trump, lui, participait à une séance de questions-réponses pour s'adresser à l'électorat latino, comme on dit, reprenant sa rhétorique anti-immigrés. C'est ce que nous raconte Fabien Recker. Regardez. Une interview à la chaîne ultra-conservatrice Fox News pour s'adresser à l'électorat républicain encore indécis. Au cours d'un échange tendu, Kamala Harris a accusé Donald Trump de rabaisser les Américains. Elle a aussi pris ses distances avec le mandat de Joe Biden. Ma présidence ne sera pas la continuation de celle de Joe Biden. Comme chaque nouveau dirigeant qui entre en fonction, j'apporterai de mon vécu, de mes expériences professionnelles et des idées nouvelles. Je représente une nouvelle génération de dirigeants. À 3 semaines du scrutin, la campagne se concentre plus que jamais sur les swing states, ces quelques États pivots qui feront l'élection. La Pennsylvanie, avant le Michigan et le Wisconsin au programme pour Kamala Harris. Donald Trump tenait quant à lui un meeting mardi à Atlanta, en Géorgie, autre État clé, où vit une importante communauté afro-américaine qu'il tente de convaincre, sans se départir de son discours anti-immigration. L'invasion de migrants de Kamala, car c'est bien de cela qu'il s'agit, dévaste notre grande communauté afro-américaine. Elle vole des emplois américains, écrase les salaires, réduit le pouvoir de vote de nos citoyens et introduit la drogue, le crime et la mort dans notre pays. En Géorgie, le vote anticipé a déjà commencé, enregistrant une participation record. Les républicains demandaient que les votes puissent être recomptés à la main dans cet État, mais un juge a bloqué cette décision qui aurait pu retarder la proclamation des résultats. La Géorgie, où Donald Trump est justement poursuivi pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle en 2020. La campagne présidentielle américaine, on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Ludivine Gilly, vous êtes historienne, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès et autrice de La Révolution conservatrice aux États-Unis, parue aux éditions de l'Aube. J'accueille à vos côtés Christine Zumelo, vous êtes professeure de civilisation et histoire des États-Unis à l'université Sorbonne Nouvelle. Marjorie Paillon, bonsoir aussi, vous êtes journaliste, spécialiste de la vie politique américaine. Vous avez couvert tous les scrutins depuis celui de 2008, Alors, j'ai un très bon chirurgien, mais en effet, depuis 2008, j'ai couvert ces scrutins à la fois présidentiels et midterms. Et alors, j'accueille aussi par écran interposé notre ami Richard Verly, envoyé spécial du Média Blick aux États-Unis. Vous êtes en direct de Pittsburgh et vous nous raconterez un peu ce que vous voyez sur place. Et puis, bien sûr, notre éditorialiste Sophie de Ravinel qui reste avec moi tout au long de cette émission. Alors, on va démarrer avec une question assez simple. Après un départ en fanfare, est-ce qu'on peut dire que la campagne de Kamala Harris patine, voire qu'elle ne prend pas, Ludivine Gilly? Je pense que c'est un peu sévère comme observation. Patiner peut-être un petit peu, c'est-à-dire que il faut comparer au degré d'enthousiasme qu'on a pu observer lorsque le 21 juillet dernier, Joe Biden s'est retiré et a laissé la place à Kamala Harris. On ne savait pas comment les choses allaient se passer. Et ce qui s'est produit, c'est un enthousiasme phénoménal sur le plan émotionnel au sein du Parti démocrate, mais également sur le plan financier, les volontaires qui ont afflué, etc. Donc, forcément, un tel degré d'enthousiasme est difficile à maintenir. Aujourd'hui, les choses sont plus difficiles et on assiste surtout à une cristallisation des positions, une calcification des positions presque entre Donald Trump et Kamala Harris. Et donc, il reste beaucoup à faire si les démocrates veulent pouvoir emporter cette élection. Beaucoup à faire en peu de temps. Qu'est-ce qui pêche dans la campagne de Kamala Harris pour vous, Christine Zumelo? Effectivement, il y a eu un effet bulle lorsque Kamala Harris a remplacé Biden, en fait, puisqu'il ne pouvait pas continuer. Et cet effet bulle, évidemment, fait long feu maintenant. Et en fait, il faut voir que, comme tous les vice-présidents aux États-Unis, c'est quelqu'un qui n'est pas si connu. Les vice-présidents... Donc il y a un problème de notoriété. Exactement. Les présidents sont... C'est pas facile d'être une candidate de substitution. Elle était prête? Absolument. Alors, elle l'était peut-être. Voilà, c'est l'objet aussi d'un
d'un petit peu de questions en ce moment. Est-ce qu'elle savait effectivement que Biden ne pourrait certainement pas continuer? Et puis Trump, c'est quand même un très coriace candidat. Il faut rappeler, on le sait, mais il faut quand même rappeler que c'est sa 3e campagne. Donc il est depuis 3 fois 4 ans sans arrêt dans le spotlight. Et donc il y a là quand même quelque chose qui a été difficile aussi pour Kamala Harris. Alors on va essayer de s'interroger, essayer de savoir si Kamala Harris était déjà en train de perdre d'une certaine façon la présidentielle. Est-ce que c'est votre sentiment, Marjorie Paillon? Est-ce que vous pensez que sa campagne patine? Les Américains la découvrent. Est-ce qu'ils ont compris qui elle était? Je pense que celui ou celle qui vous dit là maintenant quelle sera l'issue du 5 novembre a de grandes chances de dire beaucoup de bêtises. Donc on va essayer de s'employer et ne pas le faire sur ce plateau. Parce que justement, je sais que l'esprit de sens public et aussi l'esprit du factuel et justement du fait, si on s'en tient au fait, oui, en effet, Kamala Harris n'a pas réussi à capitaliser sur l'effet boule de neige, l'effet momentum de la convention de Chicago. Il y a eu une inversion des courbes très nette à partir du moment où Joe Biden lui a laissé sa place pour porter les couleurs démocrates. Dans les sondages, là, on a vu, il y a eu un moment Kamala Harris. Oui, mais en réalité, depuis la fin de la convention démocrate, donc depuis plutôt, toute fin août, début septembre, on est dans la marge d'erreur continuellement. Cette fameuse marge d'erreur qui est à 3 points, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau des sondages État par État et surtout sur ces 7 fameux États pivots qu'on est tous en train de scruter district par district, canton par canton, puisqu'on sait que ça va se jouer à des dizaines de milliers de doigts près dans ces cantons, encore une fois, qui peuvent faire la différence et qui peuvent basculer du côté républicain ou du côté démocrate en fonction des scrutins et surtout du redécoupage électoral qui est un sport national auquel républicains et démocrates s'adonnent entre chaque élection et qui leur permet de s'assurer ou pas une fidélité de ces cantons pour les élections qui suivent. Maintenant, il y a en effet un enjeu de notoriété. Il y a aussi, on peut, je pense, en vouloir quand même à Joe Biden de ce point de vue-là, parce que quand Joe Biden a été pendant 8 ans le vice-président de Barack Obama lui a laissé prendre toute son ampleur. Il lui a laissé prendre un véritable rôle où, alors d'abord, Joe Biden étant un vieux routier du Congrès, il en connaissait les tactiques par cœur et il était là plutôt pour être un vrai sparring partner de Barack Obama. Ce qu'il n'a pas fait avec Kamala Harris. Il l'a cantonné. Et Kamala, en gros, lui a enfilé la patate chaude, notamment sur les sujets d'immigration illégale, en lui donnant l'administration d'une organisation sur l'immigration illégale à la frontière qui était extrêmement compliquée de toutes les façons à réussir à manager. Là où elle a réussi à marquer des points, c'est à partir justement du mois de juin 2022, quand la Cour suprême renverse l'arrêt Roe v. Wade et qu'elle prend une ampleur différente parce qu'elle s'empare des droits reproductifs et de cette bataille pour rétablir le droit à l'avortement. Richard Verly, vous qui êtes en direct de Pittsburgh, qu'est-ce qu'on vous en dit de Kamala Harris là-bas, à la fois ceux qui l'aiment et à la fois ceux qui ne l'aiment pas? Justement, Mathieu, ce qui est intéressant, c'est l'endroit où je me trouve en ce moment. Je suis à l'Université de Pittsburgh, au département des études afro-américaines. Et donc, on a passé tout à l'heure 1 heure avec un des professeurs ici à parler de Kamala Harris, à parler de son impact, bien évidemment, sur la campagne présidentielle américaine, mais aussi spécifiquement sur les minorités et sur la population noire. Et il y a une chose qui est ressortie, c'est que l'atout principal de Kamala Harris, celui qu'elle ne doit absolument pas rater, ce sont les femmes noires américaines et les femmes des minorités. C'est vraiment là où ça peut pour elle être un avantage décisif par rapport à Donald Trump, alors qu'en revanche, un certain nombre d'études montrent que chez les hommes, y compris les hommes noirs, Donald Trump garde une forme de popularité. Donc ça va se jouer à très peu de choses, sur certains segments de la population et surtout, ça vient d'être dit, dans certains États. Et c'est pour ça que je suis à Pittsburgh, en Pennsylvanie. C'est la grande ville industrielle de Pennsylvanie, parce que cet État, la Pennsylvanie, qui envoie 19 grands électeurs au collège électoral, il en faut 270, il est absolument décisif, elle ne doit pas le perdre, cet État. Donald Trump est attendu ici même, à Pittsburgh, dimanche pour un match de l'équipe de football américain. Tim Walz, le colissier de Kamala Harris, était là
hier au comté de Butler. Vous savez, c'est là où Donald Trump a eu une tentative d'assassinat. Et surtout, dans cette université, hier, il y avait qui? Il y avait Barack Obama qui venait en personne dire aux étudiants de l'université « Vous devez voter et vous devez voter pour Kamala Harris ». C'est pour vous dire qu'elle a quand même besoin que tout le monde se mobilise autour d'elle parce qu'il y a un sentiment d'urgence et d'inquiétude dans le camp démocrate. Alors Richard Verly, les choses sont quand même très bien faites parce qu'on va passer justement un extrait de Barack Obama hier à Pittsburgh et notamment il s'adresse aux hommes de la communauté afro-américaine. Écoutez. Lorsque le choix est aussi clair, lorsque d'un côté vous avez quelqu'un qui a grandi comme vous, qui vous connaît, qui est allé à l'université avec vous, qui comprend les luttes, la douleur et la joie qui découlent de ces expériences, et de l'autre, vous avez quelqu'un qui constamment fait preuve de mépris, non seulement pour les communautés, mais aussi pour vous en tant que personne, et vous envisagez de vous abstenir, et vous trouvez toutes sortes de raisons et d'excuses. Alors, rectification, ça n'était pas hier, c'était il y a une semaine dans un bureau de vote à Pittsburgh. Ce son de Barack Obama, mais qui s'adressait effectivement aux hommes de la communauté afro-américaine. Ça peut jouer, la parole d'un Barack Obama, pour épauler Kamala Harris? Tout à fait. Comme on l'a dit, la période est délicate pour Kamala Harris parce que les positions actuellement sont littéralement à égalité partout. Cette élection va être extrêmement serrée. Chaque voix compte, et en particulier, comme cela vient d'être dit, les voix de certaines parties de la population. L'électorat noir, historiquement, aux États-Unis, vote très, très largement démocrate. En particulier les femmes noires, en général à plus de 90, voire plus de 95%. Les hommes noirs, un peu moins, mais cette année, on a constaté, lorsque Joe Biden était candidat en particulier, mais encore avec la candidature de Kamala Harris, un recul des démocrates dans cet électorat qui sera remporté par les démocrates, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si Donald Trump réussit à gratter quelques voix auprès de cet électorat, cela peut coûter cher aux démocrates. Et donc, qui mieux que Barack Obama pour s'adresser aux jeunes hommes noirs? C'est quand même un grand président qui avait réussi lors de sa campagne en 2008 et lors de sa deuxième campagne également à mobiliser cet électorat-là qui n'allait pas autant voter lors des élections précédentes. Donc l'espoir des démocrates, c'est potentiellement d'essayer, sinon de reconstituer le même élan, en tout cas d'essayer de réinjecter un peu de cet enthousiasme auprès de cet électorat précisément. Marjorie Paillon, est-ce que les Américains ont retenu quelque chose de la campagne de Kamala Harris en slogan, par exemple? Quand on regarde les slogans, ils ont un peu bougé. Et celui qui a beaucoup marqué, c'est Yes She Can, qui est une forme d'autocitation de Barack Obama au moment de la Convention démocrate. Oui et non, Mathieu. Si je vous dis « Make America Great Again », je pense que tout le monde sur ce plateau, et même en dehors de ce plateau, me dit « c'est Donald Trump ». Ok, c'est marqué au fer rouge, si j'ose dire, depuis 2016. Ça fonctionne à chaque fois. Redorer, restaurer sa grandeur à l'Amérique, ça fonctionne. « Yes, she can », c'est un slogan qui a essayé d'être transmuté à partir de la Convention de Chicago, justement pour le clan Obama, mais qui ne prend pas réellement ni le « Yes, she can », ni le « Yes, we can ». Oui, on peut le faire avec Kamala. Son slogan officiel, c'est « We're not going back ». On ne reviendra pas en arrière. Il y a une double négative dans la phrase qui n'est pas forcément extrêmement simple à retenir, ne serait-ce que d'un point de vue de la rythmique en matière de communication politique, mais surtout, ça n'imprime pas dans l'inconscient collectif électoral. C'est un indice quand même, ça, que oui, c'est embêtant. Ce qui veut dire que l'idée qui se dégage de la campagne de Kamala Harris, c'est celle qu'elle a essayé d'imposer notamment dans les débats et depuis le début de son entrée en campagne, c'est cette économie des opportunités, cette économie des possibles, cette société qu'elle ouvre notamment et dans laquelle elle veut redonner ses chances à la classe moyenne. Mais ça encore, ça manque d'incarnation. On a un problème pour pouvoir se figurer littéralement, charnellement ce que ça veut dire. Donald Trump, il sait le faire, il veut s'y faire, il va prononcer des contre-vérités, mais finalement, tant qu'il y croit, tant qu'il peut donner une incarnation à ces idées-là, qu'elles soient fantasques ou pas, les Américains ont une idée de ce que serait l'Amérique avec Donald Trump. Exactement, on arrive à se représenter ce que peut être cette Amérique de Donald Trump. L'Amérique de Kamala Harris, elle semble être intéressante, elle semble porter en elle un peu plus d'espoir que celle de Donald Trump.
mais on ne lui trouve pas d'incarnation pour l'instant. Et c'est le risque, encore une fois, sur cette frange d'électeurs et d'électrices à laquelle on s'adresse sur ces 19 derniers jours de campagne. Christine Zumelo, est-ce qu'elle ne ferait pas une campagne en fait sur le rejet de Donald Trump plutôt qu'une campagne sur son projet, Kamala Harris ? En fait, je pense qu'il faut aussi rappeler ce soir que Kamala Harris est aussi un peu la victime du fantôme de Hillary Clinton. On a tous en tête 2016 où tous les sondages étaient favorables pour Hillary Clinton. Bien sûr, elle va gagner haut la main, etc. Bon, ça a été la défaite que l'on sait. Donc je crois qu'il y a quand même une espèce de petit traumatisme qui reste et qui fait que, effectivement, c'est très serré. Mais voilà, on a peur aussi de dire que peut-être quand même elle tient la corde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui la bloque. Lors de la convention démocrate dont il a été question ce soir, il y a eu aussi, par exemple, des pancartes expliquant aux gens comment on prononçait son nom, son prénom, Kamala. Voilà, puisque là, on est sur un plateau à Paris aujourd'hui. On a étudié un petit peu les choses, l'histoire des campagnes électorales, mais en particulier dans les États pivots dont il a été question avec nos invités ce soir, les électeurs ne connaissent pas forcément Kamala Harris, et en tout cas pas autant que Donald Trump. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, bien sûr, la bloque, la freine encore un peu aujourd'hui. Alors, on attendait de savoir comment elle allait s'y prendre du point de vue du style, j'allais dire, si elle allait résister à la tornade Trump. Et elle n'hésite pas, Kamala Harris, à pointer ou à souligner les défauts, même la personnalité de son adversaire. Elle a même mis en cause sa santé mentale. Regardez. Sur la base de mes observations et de celles de beaucoup de gens, Donald Trump est de plus en plus instable. Et comme l'ont dit des personnes qui ont travaillé avec lui, même lorsqu'il était président, il est inapte à être président des États-Unis. Marjorie, son angle d'attaque est-il le bon ? Il y a un mois, elle disait que lui et son colistier étaient bizarres, weird. Alors, maintenant, c'est instable. C'est un mot qui venait de... Bizarre, c'est justement ce qui a fait marquer des points à Tim Walz pour être nommé comme vice-président aux côtés de Kamala Harris. Encore une fois, le fait d'aller sur l'invective, d'aller sur l'insulte, d'aller sur cette caractérisation de son adversaire par des qualités morales ou physiques, ou des non-qualités morales et physiques, c'est plutôt l'apanage de Donald Trump et J.D. Vance. Aller sur le même terrain de communication politique qu'eux, c'est pas forcément payant pour des électeurs et des électrices démocrates. D'abord parce que s'en prendre finalement à ces caractéristiques-là, ça avait été le cas d'Hillary Clinton en 2016, non pas tant par rapport à Donald Trump que par rapport à son électorat, ça n'avait pas du tout marché. Que Kamala Harris et que le camp démocrate aillent sur ce type d'invective-là et d'insinuation-là, je ne suis pas certaine que ce soit payant au final. Après, qui suis-je pour le dire ? On verra bien le 5 novembre ce qui se passe dans les faits et en vote sonnant et trébuchant. Richard Verly, vous vouliez intervenir ? Oui, peut-être quelques éléments que j'entends ici depuis que je suis arrivé aux États-Unis, à la fois à l'avantage de Kamala Harris et à son désavantage. Côté désavantage, vraiment quelque chose que j'entends beaucoup, c'est qu'elle n'est pas passée par les primaires. Et ça, il y a des électeurs, il y a beaucoup d'Américains qui le désapprouvent. Il n'y a pas eu de primaire formelle du côté démocrate. Donc Joe Biden avait remporté la primaire, puis il s'est retiré, elle a été nommée. Et ça, dans le système américain, c'est quand même très ancré, les primaires. Et j'ai rencontré hier en Pennsylvanie la patronne du comité du Parti démocrate du comté de Butler, qui elle-même me disait que oui, c'est un problème, c'est une réflexion qui revient régulièrement. Alors du côté avantage, il y a incontestablement la personnalité de Tim Walz, qui lui est très empathique, qui sait être au fond l'alternative sympathique à Donald Trump et parler à ce type d'électeurs qui sont séduits par Trump. Mais le mot que j'ai utilisé, je crois que c'est la clé, en tout cas, si je me fie à cette semaine que je viens de passer aux États-Unis, c'est l'empathie. Kamala Harris a un problème à faire passer cette empathie qui serait en quelque sorte la réponse à la colère sur laquelle capitalise Donald Trump. Elle reste quand même un peu froide, elle esquive dans les interviews et quand elle se lâche, eh bien elle se lâche pas toujours bien à propos, on vient de le dire, elle rentre dans un registre un peu colérique comme Trump qui ne lui convient pas, elle dit qu'elle a un pistolet chez elle alors qu'on n'attendait pas ça d'elle, bref, et puis elle esquive quand même beaucoup de sujets, beaucoup de questions et si elle n'arrive pas à, je dirais, à briser ce plafond de verre de l'empathie, ça quand même risque de lui coûter un peu cher sur le plan électoral. Ludivine Gili, son adversaire Donald Trump lui reproche souvent son bilan et charge un peu la barque en lui mettant tout le bilan de l'administration Biden. Et elle a pris ses distances, Kamala Harris, hier sur Fox. Elle a dit que son mandat ne serait pas une continuation.
C'est un boulet un peu le bilan de Joe Biden pour elle dans cette campagne? Je pense que c'est le problème principal qu'elle a en fait, parce que aujourd'hui, quand on questionne les électeurs sur leurs préoccupations principales et le principal déterminant de leur vote, que répondent-ils? L'économie. Et sur ce sujet-là, Donald Trump est perçu comme plus compétent que Kamala Harris pour gérer la situation. Et ayant eu de meilleurs résultats, même si ce n'est pas forcément le cas, en termes de bilan économique par rapport à Joe Biden. En fait, quand on compare la situation économique des États-Unis aujourd'hui, les fondamentaux macroéconomiques sont excellents. Mais on sort de plusieurs années d'inflation. La population a ressenti l'augmentation des prix. Les salaires ont augmenté en moyenne davantage que l'inflation, mais ce n'est pas cela qui est perçu et ça n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde quand on parle de moyenne. Et donc la perception des gens, c'est « ma situation était meilleure lorsque Donald Trump était président ». Et ça, c'est un gros problème pour Kamala Harris parce qu'en fait, la situation est perçue comme étant meilleure lorsque Donald Trump était président. Le bilan de Joe Biden et donc qu'elle partage n'est pas perçu comme ayant permis de régler la situation. Et quand elle fait de nombreuses propositions, les fameuses propositions, l'économie d'opportunité, les républicains ont beau jeu de lui rétorquer « mais vous êtes vice-présidente depuis 3 ans ». Pourquoi vous ne l'avez pas fait C'est le point le plus difficile, je pense, pour Kamala Harris aujourd'hui. Alors en attendant, Kamala Harris, elle continue de sillonner les fameux swing states, on en parlait tout à l'heure, ces États pivots qui peuvent faire basculer l'élection. Pourquoi ont-ils une telle importance? On va en parler avec notre journaliste Fanny Veil, que je vais accueillir sur ce plateau. Fanny, Marjorie le disait tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir une idée de l'issue du scrutin à 19 jours de l'élection. Ah oui, à l'heure où l'on se parle, il est absolument impossible de dire qui va l'emporter. Les résultats dans les sondages sont très très serrés. En plus, l'écart se réduit, donc on est vraiment dans la marge d'erreur. Pour certains États, c'est plutôt simple, ils sont traditionnellement acquis à un camp. Par exemple, la Californie ou l'État de New York sont plutôt démocrates, là où le Texas ou le Wyoming sont plutôt républicains. Pour d'autres, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Le nom du vainqueur est totalement inconnu à cette heure. C'est ce qu'on appelle les États pivots. La liste varie d'une élection à l'autre. Ils sont 7 cette fois-ci, vous allez les voir. L'Arizona, Géorgie, le Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie et la Caroline du Nord. Alors pourquoi sont-ils si importants dans l'élection? Eh bien parce que ce sont eux qui vont faire basculer l'élection en faveur de l'un ou de l'autre des candidats. Par leur vote, les citoyens américains élisent en fait, désignent de grands électeurs qui, eux, ensuite vont voter pour le candidat de leur choix et son colistier. Ces grands électeurs, ils sont répartis dans les États américains en proportion de la population de l'État. Plus l'État est peuplé, plus il y a de grands électeurs. Ces grands électeurs, ils sont 538 au total dans le pays. Il en faut donc 270 pour l'emporter. Le candidat qui arrive en tête dans un État remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État. C'est le principe du winner takes all qui s'applique partout aux États-Unis, sauf dans 2 États, le Nebraska et le Maine. Et c'est précisément pour ça que les États pivots sont aussi importants, puisqu'à eux 7, ils représentent 93 grands électeurs. En 2016, à titre de comparaison, Donald Trump l'avait emporté dans une majorité de ce qu'on appelle les swing states et ça lui avait rapporté une centaine de grands électeurs, donc vous voyez que l'enjeu est de taille. Et c'est pour cela que les 2 candidats font principalement campagne dans ces 7 États. Mais oui, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à essayer d'aller convaincre des électeurs qui sont déjà convaincus. Donc tous leurs efforts, ou presque, sont concentrés vraiment sur ces 7 États pivots. Je vous donne un exemple. En début de semaine, Donald Trump et Kamala Harris étaient tous les 2 en Pennsylvanie. Merci beaucoup Fanny. Alors on s'est intéressé à Kamala Harris, on va essayer de s'intéresser aussi maintenant à l'autre, à son adversaire, Donald Trump, qui pendant ce temps-là fait du Donald Trump, son style bien à lui, où se mêlent parfois, souvent les fake news, parfois les injures et d'une certaine façon générale, les excès. Écoutez-le par exemple donner sa version de l'assaut du Capitole, c'était mardi soir à Chicago. Ce qui s'est passé à Washington ce jour-là, ce sont des centaines de milliers de personnes, le plus grand groupe de personnes devant lequel je n'ai jamais pris la parole.
Et pourtant, je prends souvent la parole devant des foules. C'était l'amour et la paix. Et certaines personnes se sont rendues au Capitole. Il s'y est passé beaucoup de choses étranges, avec des gens à qui la police faisait des signes d'entrer dans le Capitole, des gens qui criaient « Entrez » et qui n'ont jamais eu d'ennui, vous savez. Christine Zumelo, à qui il s'adresse quand il raconte des fadaises pareilles ? En fait, Donald Trump, je pense qu'on s'en rend compte maintenant, il a son vocabulaire, son lexique qui n'est pas le nôtre. Donc il y a un certain nombre de termes. C'était pas paix et amour. Il y a un certain nombre de termes qu'il utilise. Pour lui, une défaite, c'est une victoire. Voilà. Donc Je voudrais revenir sur la question des primaires, qui est fondamentale, qui a été mise en avant tout à l'heure par votre envoyé spécial, et qui d'ailleurs est à Pittsburgh, en Pennsylvanie, l'un des États pivots. Donc évidemment, c'est un État où il faut être. On peut se poser la question de savoir aussi pourquoi Donald Trump a gagné les primaires républicaines. Ça veut dire qu'il a quand même réussi encore ce tour de force. Malgré ses excès, grâce à ses excès. Effectivement, la question que vous posez est fondamentale et on n'est pas prêt d'avoir totalement trouvé la réponse. Voilà. Son colistier, il affirme encore que Trump n'aurait pas vraiment perdu l'élection de 2020. En tout cas, il refuse de le dire. On aurait pu imaginer que Donald Trump tempère un peu son discours pour séduire les indécis. Il ne le fait pas. On a eu la réponse au type de campagne, à la question quel type de campagne Donald Trump souhaite-t-il mener lorsqu'on a eu le nom de son colistier. Alors, il faut dire aux téléspectateurs en mots le profil. C'est J.D. Vance, qui est... Alors, si on résume à très gros traits, on peut le qualifier de mini-Trump sur le fond, mais pas sur la forme. Donc, c'est quelqu'un qui présente extrêmement bien. Cela s'est vu lors du débat entre les deux vice-présidents, Tim Walz et J.D. Vance, où J.D. Vance a réussi à améliorer son image auprès de la population, qui le voyait, pour ceux qui le connaissaient, comme quelqu'un d'extrême, et il a réussi à faire passer une image extrêmement lisse, extrêmement polissée. Sur le plan des idées, c'est un idéologue, et c'est également quelqu'un qui est extrêmement habile sur le plan rhétorique, et qui a changé d'opinion sur un certain nombre de choses à plusieurs reprises lorsque ça le servait. Donc là encore, les Républicains ont beau jeu d'accuser Kamala Harris de changer de position sur le fracking. C'est précisément ce que J.D. Vance a fait, y compris sur Donald Trump. Et Donald Trump qui se présente aujourd'hui comme le père de la fécondation in vitro. I'm the father of IVF. Je ne savais pas que c'était René Friedman, mais c'est intéressant. Juste, ça me fait penser, Jean-Marie Le Pen disait autrefois, un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Est-ce que d'une certaine façon, c'est la même chose pour Donald Trump, c'est-à-dire que les excès, ça fait partie du personnage? Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à comparer les échiquiers politiques français et américains. C'est sur l'expression. Mais je suis d'accord, je suis sur cet angle-là. Oui et non. En fait, Donald Trump, il a une méthode qui fonctionne, et qui a toujours bien fonctionné sur sa base électorale, et dans laquelle on a aussi des électeurs, des électrices trumpistes qui ne sont pas dupes, qui se disent « Ok, il y a un Donald Trump, personnage de campagne, qui est dans l'invective, qui est dans l'insulte, qui est dans le show permanent. » Mais en réalité, on a vu un président de 2016 à 2020 qui a été d'une part contraint par certains éléments à la fois nationaux et à la fois en contexte international, et qui, en réalité, n'a pas tant eu de possibilité d'exercer cette histoire de pouvoir dictatorial quand il dit je serai un dictateur dès le premier jour de mon administration si je suis élu 47e président des États-Unis. Ce n'est pas possible en réalité. Donc ils ne sont pas dupes en fait du personnage. Et ça permet aussi de relire, et en effet de relire les primaires et le processus des primaires qui s'est passé du côté du Parti républicain, parce qu'en réalité, Donald Trump, il a fait ce qu'il fait sur tous ses business. Il a fait une OPA sur le Parti républicain, en plaçant notamment à des postes stratégiques des membres de sa famille, dont sa belle-fille, Lara Trump, qui est devenue vice-présidente du Parti républicain, qui a verrouillé totalement cette convention. Notamment, il a mis tout son savoir-faire. Absolument. Et il faut, encore une fois, dissocier Trump candidat de Trump président. Ce n'est pas forcément tout à fait les mêmes personnages, d'autant plus qu'il y a quand même, sur une élection américaine telle qu'on va la vivre le 5 novembre, au-delà de l'élection fédérale, il y a aussi le renouvellement du Sénat et de la Chambre des représentants.
Si le Sénat, notamment avec le poste de sénateur du Texas, qui pour l'instant est celui de Ted Cruz, un républicain, mais qui est en train d'être remis en balance par son concurrent démocrate, si le Sénat passait à majorité démocrate, eh ben, en l'occurrence, ça ferait un président Trump, si lui était réélu à la Maison-Blanche, avec un Congrès qui pourrait verrouiller... Avec beaucoup moins de pouvoir. Mais donc ça veut dire, en l'occurrence, que même un Trump, fût-il réélu président des États-Unis, aurait un pouvoir, en réalité, limité par le Congrès. Alors, on va demander à Richard Verly ce qu'on lui dit de Donald Trump, là-bas, à la fois ses partisans et ses adversaires. Qu'est-ce qu'ils en disent de Donald Trump aujourd'hui à Pittsburgh ? D'abord, Mathieu, n'oublions pas la dimension spectacle. Donald Trump est quand même l'as du spectacle. Il l'a montré lundi à Philadelphie. Vous avez peut-être vu ces images. Il y avait un problème dans l'assistance, un problème médical. Il y a eu un intermède d'à peu près 20 minutes. Il a demandé à avoir la musique de YMCA, des Village People, et il a dansé sur cette musique. Donc, il a cette capacité à faire le show permanent. Et ici, par exemple, en Pennsylvanie, notamment dans ces régions, on va dire, des inquiets, les régions de la reconversion industrielle, ça marche parce que le show Trump, c'est une qui, au fond, vous donne toujours l'occasion. On a un petit problème de son, on va essayer de le régler et puis l'occasion de croire dans sa candidature. Ah oui, là je vous entends mieux, on ne vous entendait plus tout à l'heure. Le 13 octobre sur Fox News, Donald Trump s'est dit prêt à envoyer la garde nationale, voire des militaires si nécessaire, contre certains de ses opposants qu'il qualifiait de tarés d'extrême gauche. On a vu dans un livre qui est sorti, celui de Bob Woodward, l'ancien chef d'état-major des armées nommé par Trump, dire de lui « Je réalise maintenant qu'il s'agit d'un fasciste complet. C'est la personne la plus dangereuse dans ce pays ». Est-ce qu'on a passé un cran dans cette campagne ? Est-ce que Donald Trump, par ses prises de position, inquiète davantage qu'il n'inquiétait il y a encore quelques années ? Alors qu'il y a quelques années, sans doute... mais je pense que même au début de sa campagne, il inquiétait déjà beaucoup de monde. Il y a une dérive fasciste, le mot, il peut s'appliquer à Donald Trump, c'est très fort. Tout à fait. Et il suffit de regarder deux choses. D'une part, l'équilibre des pouvoirs au cas où le Sénat passerait démocrate, certes, mais pour le moment, ce sont les républicains qui sont favoris pour remporter le Sénat. Les démocrates sont légèrement... favoris, mais alors les paris sont encore ouverts concernant la Chambre des représentants et surtout la Cour suprême. Donald Trump a quand même nommé 3 juges extrêmes à la Cour suprême qui disposent aujourd'hui sur 9 juges qui disent le droit aux États-Unis. 6 sont des juges conservateurs, voire ultra-conservateurs. Ces juges ont rendu un arrêt le fameux sur la question de l'avortement, mais toute une série d'autres aussi, sur le contrôle des armes à feu, sur la protection de l'environnement, et un arrêt particulièrement préoccupant pour l'état de droit et une potentielle dérive fasciste, c'est le fait de donner l'immunité au président pour les actes effectués dans le cadre de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il lui donne l'immunité pour une partie, parce que dans la définition de actes effectués dans le cadre de ses fonctions, il met énormément de choses qu'il a faites avant, pendant, après le 6 janvier pour renverser le résultat de l'élection. Et puis alors Trump n'en finit pas de multiplier les fake news, hein, c'est son style, et notamment sur l'immigration. Alors là, c'est légion, Sophie. Ah oui, c'est légion parce que effectivement, Mathieu, c'est au cœur de sa campagne, la question des migrants clandestins. Ils sont traités d'ailleurs par le candidat à la Maison-Blanche d'animaux, de terroristes et de criminels qui mettraient en péril la société américaine. Et les attaques contre eux sont violentes, donc très violentes, et pas moins violentes et surréalistes que celles contre, évidemment, son adversaire Kamala Harris, qualifiée de mentalement déficiente et handicapée. Ce sont ces termes, c'est le style de Trump. La candidate démocrate est accusée de faire entrer ces migrants clandestins sur le sol américain le 11 octobre dernier. Donald Trump n'a pas hésité à affirmer que Kamala Harris avait importé
apporter une armée de gangs étrangers clandestins et de criminels illégaux en provenance des donjons du tiers-monde. On dirait que rien n'est assez gros. Non, c'est le registre de Donald Trump. Et de la même manière, lorsqu'il ment au sujet de l'aide fédérale pour les victimes des ouragans, prétendant que les autorités auraient préféré financer des programmes pour les clandestins, abandonnant les Américains touchés, eux, par les catastrophes naturelles. On se souvient surtout, début septembre, de l'ancien président affirmant avec aplomb que les immigrés haïtiens, en l'occurrence, avaient mangé des animaux domestiques, ceux des habitants de cette petite bourgade de Springfield, une ville du Midwest. Il était face à Kamala Harris, donc sa rivale démocrate, qui ne pouvait que rire de gêne sur ce moment. Et cette rumeur a valu d'ailleurs une rumeur relayée par Elon Musk, elle a valu à la petite localité d'être méchamment secouée. Et par la suite, l'extrait du discours de Donald Trump a connu une forte viralité sur les réseaux sociaux à la faveur de quelques talents moqueurs, dont celui d'un chanteur sud-africain, The Kiffness, qui a récolté de l'argent pour la SPA de Springfield. On l'écoute. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Sauf que Sophie, rien ne s'est passé comme prévu. Eh bien évidemment, parce que nous, on a toujours envie de danser sur ces terres-là. Et évidemment, plutôt que de déstabiliser les soutiens de l'ancien président, ce détournement, au contraire, comme d'autres d'ailleurs, a été adopté par les Trumpistes au point d'en faire des hymnes à la gloire de leur leader. Et tout est possible à l'image de l'éditeur de Melania Trump qui a demandé, je crois, $250 000 à CNN pour un entretien sur son dernier livre avant de se rétracter. L'Amérique semble avoir perdu le sens de la honte. Et du coup, les fake news apparaissent n'avoir aucune importance, ça glisse sur lui? Eh bien oui, c'est ce qui semble de la roupie de Sansonnet, comme on dit en France. Et comme l'explique notre confrère Piotr Smolar dans Le Monde, daté de jeudi, c'est la mithridatisation de la société. Je me posais la question de savoir si j'allais réussir à le prononcer. Difficile. Donc la mithridatisation de la société américaine, une résistance finalement au poison à force d'en consommer une petite dose de ce que faisait le roi Mithridate. Plus rien ne choque donc, même chez les opposants à Donald Trump. C'est une forme d'accoutumance sur fond de lassitude. Richard, vous étiez à Springfield, je crois, il y a quelques jours. Oui, exactement. Vous pouvez nous dire la vérité maintenant? Est-ce qu'on y mange des chiens? Écoutez, en tout cas, j'ai vu des chiens, j'ai vu des chats, je n'ai vu personne leur courir après et je n'ai vu personne les manger. Mais plus sérieusement, j'ai passé la journée au centre de solidarité de la communauté haïtienne et je peux vous dire que là, on a un bon exemple de ce qui pourrait se passer si Donald Trump est élu. Parce qu'effectivement, comme quelqu'un l'a dit sur le plateau tout à l'heure, beaucoup d'électeurs trumpistes vous disent de toute manière, c'est Donald, on sait comment il exagère, il est dans la caricature. Sauf que là, à Springfield, depuis qu'il a dit ça, il y a eu des menaces de mort. Il y a eu des groupes d'hommes, la plupart du temps blancs, qui sont venus armés devant ce centre de solidarité. Et les Haïtiens de Springfield, aujourd'hui, ils ont peur. Donc là, on voit de manière tangible comment la parole libérée en cas d'élection de Trump pourrait provoquer de véritables traumatismes dans ce pays, notamment dans des localités comme celle de Springfield, dans l'Ohio, où il y a des nouveaux arrivants qui travaillent, qui occupent des emplois, mais qui ne sont pas acceptés par cette population. Alors il faut dire qu'il y a un problème à Springfield, quand même, disons-le. C'est le problème qu'on entend partout. C'est celui des Haïtiens qui conduisent sans permis américain et qui provoquent pas mal d'accidents. Ça, je l'ai entendu même de la bouche du shérif du comté de Springfield. Merci beaucoup, Richard. Christine Zumelo, sur ces questions, on voit les fake news sur l'immigration, tous les propos très insultants de Donald Trump sur les migrants. Et pourtant, il y a une grande partie de l'électorat hispanique qui autrefois votait démocrate, qui se tourne aujourd'hui vers Donald Trump. Comment ça s'explique, ça? Et juste avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire que Donald Trump, on le sait, a refusé un deuxième débat avec Kamala Harris. Donc, il est à la fois très à l'aise. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il est très à l'aise à la fois sur une estrade, sur les fake news, sur le Trump du show, qu'on connaît, et grossier, etc. Mais quand il faut parler des hard facts, là, évidemment, on se dit, tiens, c'est un petit peu bizarre quand même. Sur la communauté latino, elle-même issue de l'immigration, comment ça s'explique? La communauté latino, en fait, aux États-Unis, on parle, vous voyez, en français de communauté latino, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'elle est très diverse, en fait.
Voilà, donc en Floride, c'est plutôt des Cubains. Alors au Texas, la communauté latino est aussi très forte et elle alimente aussi tout un pan des emplois liés aux services aux États-Unis, donc extrêmement importante. Donc vous voyez, quand Kamala Harris dit qu'elle veut relancer le small business, les petites entreprises, qu'elle va les aider, etc., c'est évidemment aussi à destination d'une partie de la communauté latino que Trump, comme, entre guillemets, businessman, donc lui, là aussi, c'est aussi à revoir un petit peu, essaye de favoriser. Il dit, moi, je sais comment on mène des affaires, comment on monte un business. Alors, on s'approche déjà de la fin de ce débat. D'un mot, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette campagne, pour l'instant, Ludivine Gély ? C'est l'invraisemblance, c'est-à-dire la succession d'événements. On disait tout à l'heure, on peut monter le volume avec Donald Trump, on a l'impression que rien ne se passe. Et un des éléments qui m'ont marqué, c'est qu'il y a quand même eu, une vraie, pour moi, tentative d'assassinat contre Donald Trump, et quelque part, c'est passé presque sans qu'on s'en aperçoive, parce que quelques jours après, Joe Biden annonce qu'il quitte la course, ça rebat les cartes. Un événement chasse l'autre. Un événement chasse l'autre, on a l'impression qu'on ne sait plus, on ne peut absolument rien prévoir. Et c'est une succession totalement invraisemblable d'actualités qui font un peu perdre le sens des réalités. Richard Verly, d'un mot, vous, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette campagne ? Je vais vous surprendre, mais ce qui me frappe le plus, c'est que l'Amérique est normale. C'est-à-dire que vous avez au fond deux Amériques. Vous avez les gens ont dans leur cerveau une partie de leur tête qui est focalisée sur la campagne et le reste, c'est la vie quotidienne. Et vous pouvez avoir chez la même personne un discours complètement dingo, sur Donald Trump, et de l'autre, quelqu'un qui vous parle raisonnablement des problèmes auxquels fait face l'Amérique. Au fond, la fracture, elle n'est pas seulement la fracture du pays, elle est peut-être la fracture au sein de chaque Américain. Eh bien, merci beaucoup, Richard. Christine Duhello, même question. Je pense qu'il faut quand même souligner qu'on a une femme candidate à la présidence. On n'a pas parlé de cette question encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit qu'elle est toujours en tailleur-pantalon. Je crois que c'est un symbole quand même important. Et voilà, c'est quand même aussi essayer de voir si elle va réussir ce qu'Hillary Clinton n'avait pas réussi. Ce qui serait évidemment 2016. Une première. Marjorie Paillon, même question. Qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous marque le plus pour conclure dans Je reprendrai l'idée qu'on était en train d'évoquer, notamment sur cette Amérique fracturée. En 2004, Barack Obama, pour la Convention démocrate, avait eu ce discours très fondateur et très révélateur de « il n'y a pas une Amérique rouge, il n'y a pas une Amérique bleue, mais il y a les États-Unis d'Amérique ». Aujourd'hui, le fait aussi que la Cour suprême ait aboli Roe v. Wade, cette jurisprudence sur l'avortement, fait que ce n'est pas forcément une guerre civile, mais c'est une guerre civique qui est en train de s'instaurer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une Cour suprême fédérale donne à chaque État le droit de s'autodéterminer sur une question aussi importante, sur un ciment sociétal tel que le droit à l'avortement et le droit au productif, on a un sérieux problème. Maintenant, que chaque candidat essaie de jouer sur des segments sur ces 19 derniers jours pour aller pousser les murs des indépendants et des indécis, c'est une chose. Je ne sais pas à l'heure actuelle si les anti-Trump seront les pro-Harris du 5 novembre prochain, et surtout, je ne sais pas lequel des deux camps reconnaîtra sa victoire ou sa défaite. Ça nous promet peut-être de très longues heures, de très longues nuits, de très longs jours ensemble. Alors c'est sur ces mots qu'on va achever cette émission. C'est la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Merci et ciao Richard depuis Pittsburgh et par écran interposé. Si vous avez manqué le début de cette émission, si vous voulez la revoir, vous pouvez soit vous rendre sur une plateforme, soit nous retrouver sur notre site internet, et vous pouvez même désormais l'écouter en podcast. Alors vous retrouverez Thomas Hugues dès lundi dans ce siège pour un nouveau numéro de Sens Public. Merci. Ciao Sophie. Ciao. Et c'est Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et études Méditerranée Moyen-Orient, autrice du livre Noir de Gaza, qui sera demain l'invité de la matinale de Public Sénat. Ciao, bonne soirée.